Un millionnaire s'approche d'une petite mendiante. Puis il lui offre de l'argent pour l'aider. La petite mendiante refuse sa proposition et demande quelque chose qui a fait pleurer le millionnaire. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le soleil matinal commençait à peine à percer à travers les bâtiments délabrés du centre-ville de Paris lorsque les yeux de Sophie Martin s'ouvrirent. À 12 ans, elle avait déjà maîtrisé l'art de se réveiller avant l'aube, une nécessité née de années de survie dans la rue. La devanture abandonnée qu'elles appelaient leur maison n'était pas grand-chose, mais Sophie avait travaillé dur pour la rendre aussi confortable que possible pour sa mère, Élise. « Maman !» chuchota Sophie, se tournant pour vérifier l'état de la silhouette frêle blottie sous une fine couverture à côté d'elle. La respiration d'Élise était laborieuse, mais régulière. Le médicament aidait, mais pas suffisamment. Sophie savait qu'elles avaient besoin de plus, toujours plus. Mais le coût mensuel des ordonnances était déjà écrasant. En faisant attention à ne pas perturber le repos de sa mère, Sophie rassembla silencieusement ses quelques affaires, un carnet de croquis usés, une poignée de crayons émoussés et la petite boîte en fer blanc qu'elle utilisait pour collecter la monnaie. L'art était son échappatoire, sa petite fenêtre sur un monde où les possibilités s'étendaient aussi loin que son imagination pouvait l'emmener. Mais dernièrement, elle avait eu peu de temps pour dessiner. La rue commençait à s'animer lorsque Sophie se dirigea vers la place de la Concorde. Les travailleurs matinaux passaient en trombe, serrant des tasses de café et des porte-documents, les yeux rivés sur les écrans de leur smartphone. Sophie avait appris depuis longtemps que ce n'étaient pas les personnes à aborder. Elles étaient trop occupées, trop concentrées sur leur propre monde pour remarquer une petite fille demandant de l'aide. Au lieu de cela, elle se positionna près de la fontaine où les touristes se rassembleraient bientôt pour prendre des photos et où les couples âgés s'arrêteraient pour se reposer sur les bancs. C'étaient là des personnes qui avaient parfois du temps à consacrer, qui pourraient laisser tomber quelques pièces dans sa boîte en fer blanc ou, en de rares occasions, acheter même l'un de ses croquis. « Bonjour, mademoiselle Sophie », appela Monsieur Dubois depuis son chariot de fleurs. Il était l'une des rares constantes bienveillantes dans sa vie, la saluant toujours avec un sourire chaleureux et partageant parfois des pâtisseries restantes de son petit déjeuner. « Bonjour, Monsieur Dubois », répondit Sophie, parvenant à esquisser un petit sourire malgré ses inquiétudes. « Comment sont les roses aujourd'hui ?»« Magnifique, tout comme toi, dit-il, sélectionnant une fleur légèrement fanée de son seau. « Tiens, prends celle-ci. Peut-être qu'elle inspirera un autre chef-d'œuvre. » Sophie accepta la rose avec gratitude, imaginant déjà comment elle pourrait capturer sa beauté fanée dans son carnet de croquis. Mais avant qu'elle ne puisse s'installer à sa place habituelle, une agitation près de la rue attira son attention. Un petit garçon, âgé d'à peine 5 ou 6 ans, s'était échappé de l'emprise de sa nounou et poursuivait un ballon. La femme l'appelait paniqué, mais le garçon était concentré uniquement sur la sphère rouge qui rebondissait de manière tentatrice devant lui. Le cœur de Sophie s'arrêta lorsqu'elle vit ce que le garçon ne voyait pas. Un élégant SUV noir tournant au coin à vive allure, son conducteur distrait par quelque chose sur le siège passager. Sans réfléchir, Sophie laissa tomber sa boîte en fer blanc et son carnet de croquis. Ses pieds bougeaient avant que son cerveau ne puisse traiter le danger, des années d'instinct de rue prenant le dessus. Elle atteignit le garçon juste au moment où il descendait du trottoir, enroulant ses bras autour de son petit corps et le tirant en arrière de toutes ses forces. Ils tombèrent ensemble sur le trottoir alors que le SUV passait en trombe, son conducteur inconscient de la quasi-tragédie qu'il venait d'éviter. Lucas. « Oh mon Dieu, Lucas !» La nounou les atteignit en premier, prenant l'enfant en pleurs dans ses bras et le serrant fort. Une foule commença à se rassembler, des voix murmurant avec inquiétude et soulagement. Sophie se leva en tremblant, le cœur battant. Elle s'était éraflé le coude dans la chute, mais était par ailleurs indemne. Alors qu'elle se tournait pour récupérer ses affaires éparpillées, une voix profonde traversa la foule. « Attendez, s'il vous plaît, attendez !» Un homme grand en costume coûteux se frayait un chemin à travers les spectateurs rassemblés, le visage pâle de peur. « C'est mon fils, dit-il, respirant lourdement comme s'il avait couru. J'ai tout vu de l'autre côté de la rue. Vous avez sauvé sa vie. » Sophie se déplaça mal à l'aise sous son regard intense. « N'importe qui aurait fait la même chose, monsieur. »« Non, dit-il fermement, atteignant son portefeuille. Pas n'importe qui aurait pris de tels risques. S'il vous plaît, laissez-moi récompenser votre bravoure. »
Mais alors qu'il lui tendait une poignée de billets, Sophie fit un pas en arrière. L'argent, plus qu'elle n'en avait vu depuis des mois, semblait se moquer de la raison même pour laquelle elle avait agi. « Je ne l'ai pas fait pour une récompense », dit-elle doucement. « Je l'ai fait parce que c'était la chose juste à faire. » L'homme, le père de Lucas, la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Puis ses yeux tombèrent sur son coude éraflé, ses vêtements usés, et finalement le contenu éparpillé de sa boîte en fer blanc. Son visage s'adoucit de compréhension. François Bonnet avait bâti son empire immobilier sur sa capacité à lire les gens. Mais la jeune fille debout devant lui défiait toutes les attentes. Malgré sa pauvreté évidente, elle avait refusé son argent avec une dignité qui parlait d'un caractère bien au-delà de ses années. En étudiant son visage, il remarqua quelque chose d'autre, une fatigue familière dans ses yeux qui lui rappelait ses propres luttes d'enfance. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, s'abaissant à son niveau. « Sophie Martin, monsieur. »« Sophie » répéta-t-il pensivement. « Je suis François Bonnet, et ce petit fauteur de troubles est mon fils, Lucas. » Il fit un geste vers le garçon, qui avait arrêté de pleurer et regardait maintenant l'échange avec curiosité depuis les bras de sa nounou. Les yeux de Sophie se posèrent sur ses affaires éparpillées, et François remarqua le carnet de croquis qui était tombé ouvert, révélant des dessins détaillés de la vie urbaine. Avant qu'elle ne puisse bouger pour les ramasser, il rassemblait déjà les pages, s'arrêtant pour admirer l'art de chaque croquis. « C'est remarquable, » dit-il, une véritable stupéfaction dans sa voix. « C'est toi qui as dessiné tout ça ?» Sophie hocha la tête, une légère rougeur colorant ses joues. « Quand j'ai le temps, » dit-elle doucement. Mais dernièrement, sa voix s'estompa alors qu'elle jetait un coup d'œil à sa boîte en fer blanc, maintenant vide des quelques pièces qu'elle contenait. L'œil exercé de François remarqua le léger tremblement de ses mains, la façon dont elle vérifiait constamment la position du soleil, comme si elle s'inquiétait du temps. « Sophie, tu as dit que tu ne voulais pas de récompense, mais peut-être accepterais-tu de l'aide. Il y a clairement plus dans ton histoire. » Pendant un moment, Sophie sembla mener une bataille interne. La fierté luttait contre la nécessité dans son expression avant qu'elle ne parle finalement. « C'est ma mère, » admit-elle. « Elle est très malade et les médicaments sont si chers. J'essaie d'aider en collectant de l'argent ici, mais ce n'est jamais assez. » François sentit quelque chose changer dans sa poitrine, une reconnaissance des étranges mécanismes du destin. Il y a 25 ans, c'était lui qui avait désespérément besoin d'aide, sauvé par la gentillesse d'un étranger. Maintenant, la vie lui présentait une chance de compléter ce cercle. « Où est ta mère maintenant » demanda-t-il doucement. « Dans notre... » Sophie hésita, clairement mal à l'aise de révéler trop. « Là où nous restons. Elle a besoin de repos avant son rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Vous avez un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui ?» Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Nous sommes censés y aller, mais nous n'avons pas assez pour à la fois la visite et ses médicaments ce mois-ci. J'espérais collecter plus ce matin, mais... » François se leva, prenant une décision qui allait changer plusieurs vies pour toujours. « Sophie, me ferais-tu confiance pour t'aider? Vraiment t'aider, pas seulement avec de l'argent, mais en m'assurant que ta mère reçoive les soins dont elle a besoin. »« Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Parce qu'il y a 25 ans, j'étais un garçon vivant dans ces mêmes rues, » répondit François, se surprenant lui-même par cet aveu. « Quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Ils ne m'ont pas seulement donné de l'argent, ils m'ont donné une chance. Peut-être est-il temps que je fasse la même chose pour quelqu'un d'autre. » L'expression de Sophie passa de la suspicion à l'émerveillement. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lucas se libéra des bras de sa nounou et s'approcha d'elle, lui tendant son précieux ballon. « Pour toi, » dit-il simplement, « parce que tu m'as sauvé. » Le petit geste sembla briser quelque chose en Sophie. Sa composition soigneuse se fissura et les larmes commencèrent à couler. « Ma maman, » dit-elle avec urgence, « elle a besoin d'aide maintenant. Elle était si faible ce matin et j'avais peur de la laisser, mais nous avions besoin... » François posa une main douce sur son épaule. « Alors ne perdons pas de temps. Marie, » appela-t-il la nounou, « s'il te plaît, ramène Lucas à la maison. Je m'occupe de tout à partir d'ici. » Alors qu'il marchait vers le refuge de fortune de Sophie, François passa plusieurs appels téléphoniques. Au moment où ils atteignirent la devanture abandonnée, il avait arrangé un transfert immédiat par ambulance à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où la fondation de sa famille maintenait une aile permanente. Élise Martin était exactement là où Sophie l'avait laissée,
recroquevillé sous la fine couverture. Malgré sa maladie évidente, sa première réaction en voyant sa fille avec un étranger fut d'essayer de la protéger. « Sophie, qui est cet homme ?»« Maman, ça va ?» la rassura Sophie. « Il est là pour aider. Son fils. J'ai aidé son fils. Et maintenant, il veut nous aider. » François s'avança, passant également au français. « Madame Martin, je suis François Bonnet. Votre fille a sauvé la vie de mon fils aujourd'hui, et j'aimerais m'assurer que vous recevez tous les deux les soins et le soutien dont vous avez besoin. Me laisserez-vous vous aider ?» Élise regarda François puis sa fille, voyant quelque chose dans l'expression de Sophie qui la fit se détendre légèrement. « Tu lui fais confiance, mon amour ?» Sophie prit la main de sa mère et pour la première fois de la journée, son sourire atteignit ses yeux. « Oui, maman. Je pense que oui. » Les murs immaculés de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière semblaient à des années-lumière des rues que Sophie avait appelées son foyer. Assise dans le fauteuil confortable à côté du lit d'hôpital de sa mère, son carnet de croquis usé ouvert sur ses genoux, elle luttait pour assimiler le tourbillon de changements que les dernières 48 heures avaient apporté. Élise dormait paisiblement pour la première fois depuis des mois, son visage détendu alors que la médecine moderne faisait ce que les efforts désespérés de Sophie n'avaient jamais pu faire. Les médecins avaient diagnostiqué une condition traitable qui était restée non contrôlée pendant trop longtemps. Avec des soins appropriés, l'avait-il assuré Sophie, votre mère devrait se rétablir complètement. Sophie ajoutait les dernières touches à un croquis de sa mère endormie lorsqu'un léger coup à la porte interrompit sa concentration. François Bonnet se tenait dans l'embrasure, sa veste de costume drapée sur un bras et sa cravate desserrée, signe d'une longue journée de travail. « Comment va-t-elle » demanda-t-il doucement, tirant une chaise à côté de Sophie. « Mieux » répondit Sophie, fermant soigneusement son carnet de croquis. « Les médecins disent que le nouveau médicament fonctionne. » François hocha la tête, puis atteignit sa mallette. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, sortant une grande enveloppe. « Cela concerne ton avenir, Sophie. Le vôtre à toutes les deux. » Les mains de Sophie tremblèrent légèrement lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre, mais François les expliqua patiemment. Il avait organisé leur séjour dans un appartement meublé près de l'hôpital une fois qu'Élise serait sortie. Il y avait aussi des documents d'inscription pour le lycée Henri IV, l'un des établissements privés les plus prestigieux de Paris. « L'école » La voix de Sophie vacilla. « Mais je n'ai pas été à l'école depuis... »« Je sais », la rassura François. « C'est pourquoi nous allons commencer par des tuteurs, pour t'aider à rattraper ton retard. Mais Sophie, ton talent mérite une chance de s'épanouir. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie alors qu'elle pensait à toutes ces années passées à rêver d'éducation tout en regardant d'autres enfants entrer dans les bâtiments scolaires. « Pourquoi faites-vous tant pour nous ?» François resta silencieux un moment, les yeux dans le vague. « Quand j'étais jeune, il y avait un homme nommé Thomas Rodriguez. Il m'a trouvé en train de dormir dans un entrepôt et au lieu d'appeler la police, il m'a offert un emploi dans sa petite entreprise de construction. Plus tard, il m'a aidé à retourner à l'école, m'a guidé, m'a montré que je pouvais être plus que mes circonstances. » Il fit une pause, déglutissant difficilement. « J'ai perdu contact avec lui il y a des années, mais je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a appris sur les secondes chances. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Élise s'agita dans son lit. « Sophie, tu es là ?»« Oui, maman, je suis là. » Sophie se déplaça rapidement au chevet de sa mère, prenant sa main. Les yeux d'Élise se focalisèrent sur François et elle parvint à esquisser un faible sourire. « Monsieur Bonnet, vous êtes toujours là à nous aider. S'il vous plaît, appelez-moi François, » répondit-il chaleureusement. « Et oui, je suis toujours là. En fait, j'étais justement en train de parler à Sophie de quelques projets pour quand vous serez plus forte. » Alors que François expliquait les arrangements, Sophie remarqua des larmes se former dans les yeux de sa mère. « Nous ne pouvons pas accepter tant, » protesta faiblement Élise. « C'est trop généreux. »« Madame Martin, » François se pencha en avant, sa voix sincère, « les actions de votre fille m'ont montré quelque chose que j'avais tendance à oublier, que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous donnons. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider toutes les deux à construire une nouvelle vie. » Une nouvelle voix depuis la porte les interrompit. « Papa, tu es là ?» Lucas jeta un coup d'œil au coin, tenant un sac cadeau coloré. Derrière lui, une femme élégante dans la quarantaine, Camille, l'épouse de François, le guidait doucement dans la chambre. « Sophie !» s'exclama Lucas, courant vers elle avec le sac tendu. «
Je t'ai apporté quelque chose. » Sophie accepta le sac, surprise par son poids. À l'intérieur se trouvait un set d'art professionnel, crayons, pastels et un carnet de croquis relié en cuir de papier de haute qualité. « C'est trop, » murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas trop, » insista Lucas. « Maman m'a aidé à le choisir. Elle dit que tu vas venir dans mon école. Tu m'apprendras à dessiner comme toi ?» Camille s'avança, posant une main douce sur l'épaule de son fils. « Lucas n'a pas arrêté de parler de toi, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Nous aimerions vous avoir à dîner une fois que votre mère se sentira plus forte. » Sophie regarda autour de la chambre. Les larmes reconnaissantes de sa mère, le sourire encourageant de François, la chaleur sincère de Camille et l'excitation bondissante de Lucas, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des années. L'espoir. Pas seulement pour la survie, mais pour un avenir rempli de possibilités. Elle ouvrit le nouveau carnet de croquis, ses pages vierges semblant contenir un potentiel infini. Avec sa mère recevant enfin des soins appropriés, une véritable éducation à l'horizon et des gens qui croyaient en elle, Sophie sentit un poids se soulever de ses épaules. Mais alors qu'elle apercevait son reflet dans la fenêtre, elle vit quelque chose qui la fit hésiter. La fille de la rue qu'elle avait été pendant si longtemps la regardait, lui rappelant que la route à venir ne serait pas sans défi. Les couloirs polis du lycée Henri IV brillaient sous les lumières fluorescentes vives, alors que Sophie se tenait devant son casier à signer, essayant de se souvenir de la combinaison pour la 3e fois. Après 2 mois de tutorat intensif, elle avait obtenu des résultats suffisamment bons pour rejoindre la classe de 5e en milieu de semestre, mais aucune préparation académique n'aurait pu la préparer au choc culturel d'entrer dans ce monde de privilèges. « Laisse-moi t'aider », proposa une voix familière. Sophie se retourna pour trouver une fille aux cheveux auburn et aux yeux gentils qui la regardaient lutter. « Ces verrous peuvent être délicats. Je suis Rebecca Cheng, mais tout le monde m'appelle Becca. »« Sophie Martin », répondit-elle, s'écartant pour laisser Becca démontrer la séquence correcte. Le casier s'ouvrit sans effort sous ses mains expertes. « Tu es l'héroïne de Lucas Bonnet, n'est-ce pas ?» demanda Becca, ses yeux s'illuminant de reconnaissance. « Mon père possède la boutique de fleurs sur la place de la Concorde. Il me parlait souvent de la fille qui dessinait de belles images près de son chariot. » Sophie sentit ses joues se réchauffer au souvenir de la gentillesse de M. Dubois. « Ton père m'a toujours traité comme si je comptais, même quand la plupart des gens ne me regardaient pas 2 fois. »« Eh bien, maintenant tout le monde te regarde, » observa Becca, jetant un coup d'œil aux autres élèves qui essayaient de voler des regards discrets à la nouvelle. Être la protégée de François Bonnet est une sorte de grosse affaire ici. Avant que Sophie ne puisse répondre, un groupe de filles s'approcha, mené par une grande blonde qui se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. « Alors c'est le cas de Charité dont tout le monde parle, » dit la blonde, sa voix portant juste assez de douceur pour masquer le poison en dessous. « Je suis Victoria Hautecourt. Mon père siège au conseil d'administration de l'école avec monsieur Bonnet. » Sophie redressa les épaules, se souvenant des paroles de sa mère ce matin-là. « Ta valeur n'est pas dans ce que tu possèdes, mon amour, mais dans qui tu es. »« Enchantée, » répondit Sophie d'une voix égale. « Je suis Sophie. » Les sourcils parfaitement sculptés de Victoria s'arquèrent. « Et c'est vrai que tu vivais dans la rue ? Comme c'est inspirant. Bien que je suppose que certains d'entre nous sont simplement nés pour de plus grandes choses que d'autres. Tu serais surprise de ce pourquoi les gens peuvent être nés, » intervint Becca, se rapprochant de Sophie. « Parfois, les plus grandes choses viennent des endroits les plus inattendus. » Les yeux de Victoria se rétrécirent face au défi. « Souviens-toi juste d'où tu es maintenant, Sophie. Le lycée Henri IV a des normes à maintenir. Nous ne voudrions pas que quelqu'un se sente déplacé. » Alors que Victoria et son entourage s'éloignaient en balayant, Sophie relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Sa main atteignit instinctivement son carnet de croquis, sa source constante de réconfort, mais elle s'arrêta, ne voulant pas paraître faible. « Ne la laisse pas t'atteindre, » dit fermement Becca. « Victoria est juste menacée parce que tu es différente, et différent est exactement ce dont cet endroit a besoin. » La cloche de la première période sonna et Sophie consulta son emploi du temps. Art Plastiques avançait avec Madame Renoir. Le visage de Becca s'illumina. « Moi aussi. Viens, je vais te montrer le chemin. » Et attention, Madame Renoir est incroyable, mais elle ne mâche pas ses mots. La salle d'art était différente de tout ce que Sophie avait jamais vu.
Des chevalets se dressaient en un cercle parfait, entourés d'armoires de fournitures remplies de matériaux dont elle n'avait que rêvé d'utiliser. Les murs étaient recouverts d'œuvres d'élèves, chaque pièce plus impressionnante que la précédente. Madame Renoir, une femme dans la cinquantaine aux vêtements éclaboussés de peinture et aux cheveux argentés vibrants, accueillit Sophie avec une chaleur sincère. « J'attendais avec impatience de te rencontrer, » dit-elle, étudiant le visage de Sophie. « François m'a montré ton carnet de croquis. Tu as un talent brut qui ne peut pas être enseigné. » Alors que la classe s'installait, Madame Renoir annonça leur nouveau projet, une série d'autoportraits qui explorerait l'identité et la transformation. « L'art n'est pas seulement une question de compétences techniques, » expliqua-t-elle, ses yeux s'attardant sur Sophie. « C'est une question de vérité. Ta vérité. » Alors que d'autres élèves gémissaient face à la complexité du devoir, Sophie ressentit une étincelle d'excitation. Elle comprenait la vérité. Elle l'avait vécue dans les rues, l'avait dessinée dans son carnet usé, l'avait vue dans les yeux de sa mère, alors qu'elle luttait pour survivre. Pendant le cours, Sophie se perdit dans le confort familier de la création. Son crayon bougeait sur le papier avec certitude, capturant non seulement ses traits physiques, mais aussi le voyage qui l'avait amené ici. Elle se dessina divisée entre deux mondes, la fille de la rue qui savait comment survivre et l'élève essayant de s'épanouir dans un nouveau sol. Alors qu'elle travaillait, elle prit conscience que quelqu'un l'observait. En levant les yeux, elle surprit Victoria en train d'étudier son dessin avec une expression illisible. Pendant un moment, leurs yeux se rencontrèrent et Sophie vit quelque chose d'inattendu dans le visage de sa camarade de classe. Pas du mépris, mais de la complexité. Madame Renoir se déplaçait dans la salle, offrant des conseils et des critiques à parts égales. Lorsqu'elle atteignit le chevalet de Sophie, elle s'arrêta plus longtemps que pour n'importe quel autre élève. « Tu comprends quelque chose que beaucoup d'artistes ne saisissent jamais », dit-elle doucement. « L'art n'est pas de rendre les choses jolies, c'est de les rendre vraies. » À la fin du cours, Sophie avait créé quelque chose qui la surprenait elle-même. Dans son dessin, les deux versions d'elle-même ne se battaient pas pour la domination, mais apprenaient à coexister, chacune rendant l'autre plus forte. Alors que les élèves rangèrent leurs fournitures, Becca se pencha pour examiner le travail de Sophie. « C'est incroyable, » souffla-t-elle. « Tu dois m'apprendre comment tu fais ça. » Sophie sourit, se souvenant de la demande similaire de Lucas. « Peut-être qu'on pourrait s'entraîner ensemble un jour. J'apprends encore moi aussi. »« Absolument. Et tu veux déjeuner avec moi et mes amis? Je te promets qu'ils ne sont rien comme le groupe de Victoria. » Pour la première fois de la journée, Sophie sentit son anxiété vraiment s'apaiser. Elle avait fait face à son premier test dans ce nouveau monde et découvert que, si certaines portes pouvaient se fermer devant elle, d'autres s'ouvriraient si elle était assez courageuse pour les franchir. François Bonnet était assis à la tête de la table de conférence dans le bureau du centre-ville de Bonnet Développement, sa mâchoire se serrant alors qu'il écoutait la présentation devant lui. Richard Hautecourt, son directeur financier et le père de Victoria, plaidait sa cause avec une précision calculée. « Les actionnaires sont inquiets, François, » dit Richard, passant à la diapositive suivante. Les dépenses de la Fondation ont considérablement augmenté au cours du dernier trimestre, en particulier dans le secteur de la santé. Le cas Martin à lui seul, « La famille Martin, » corrigea fermement François, « représente exactement ce pourquoi notre Fondation existe, soutenir ceux qui ont besoin d'une chance de s'élever. » Bien sûr, concéda Richard avec douceur, mais il y a des questions sur l'étendue de notre implication. Frais de scolarité privée, dépenses médicales, logement, c'est bien au-delà de notre portée habituelle. Certains membres du Conseil craignent que cela ne crée un précédent préoccupant. François se pencha en avant, sa voix maîtrisée mais intense. Quand j'ai commencé cette entreprise, j'ai fait la promesse que nous serions plus qu'un simple promoteur immobilier. Nous serions une force de changement positif dans cette ville. Et nous le sommes, contra Richard. Mais nous devons être stratégiques dans nos efforts caritatifs. L'histoire de la fille est touchante, mais son nom est Sophie, interrompit François, et elle a sauvé la vie de mon fils. La salle du conseil tomba dans le silence. François se leva et marcha vers les fenêtres du sol au plafond qui surplombaient la place de la Concorde. De cette hauteur, il pouvait voir l'endroit où Sophie avait l'habitude de s'asseoir et dessiner. « Il y a 25 ans, je n'étais personne, » dit-il doucement. « Pire que personne. J'étais un gamin des rues sans avenir. Puis quelqu'un m'a donné une chance.
Il n'a pas calculé le retour sur investissement, ni s'inquiété de créer des précédents. Il a simplement vu du potentiel là où d'autres voyaient un problème. Il se retourna pour faire face au conseil. Sophie Martin a plus de talent et de détermination que la plupart des gens dans ce bâtiment. Sa mère travaillait 3 emplois avant de tomber malade, essayant de donner une meilleure vie à sa fille. Elles ne sont pas un cas de charité. Elles sont un investissement dans l'avenir de cette ville. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, au lycée Henri IV, Sophie était assise dans la bibliothèque de l'école pendant la pause déjeuner, travaillant sur un projet spécial. Son art avait attiré l'attention de plus que ses professeurs. Un prestigieux concours d'art pour jeunes avait annoncé son thème de l'année, « Transformation ». « Ça a l'air incroyable », dit Becca, se glissant dans le siège à côté d'elle. Elle étudia la toile de Sophie, où des couleurs tourbillonnantes représentaient un phénix s'élevant des ombres urbaines. « C'est pour le prix Henderson des Arts ?» Sophie hocha la tête, ajoutant des ombres subtiles aux ailes du phénix. « Madame Renoir pense que je devrais participer. Le prix comprend un programme d'été à l'école des Beaux-Arts. »« Tu vas gagner !» déclara Becca avec une confiance totale. « Personne d'autre ne capture l'émotion dans son art comme toi. »« Sophie ?» La voix de Lucas retentit derrière elle. Il avait pris l'habitude de la chercher pendant sa pause déjeuner, fier de connaître la grande fille cool dont tout le monde parlait. « Hé, petit !» sourit Sophie, utilisant son surnom pour lui. « Tu veux voir ce sur quoi je travaille ?» Les yeux de Lucas s'élargirent devant la peinture. « On dirait de la magie, » souffla-t-il. « Comme quand tu m'as sauvé et que tout a changé. » La main de Sophie s'arrêta au-dessus de la toile. Elle n'avait pas consciemment fait ce lien, mais Lucas avait raison. Le phénix dans sa peinture portait la même détermination qu'elle avait ressentie ce jour-là sur la place de la Concorde. « Parfois, dit-elle pensivement, les plus grands changements viennent des plus petits moments. » En parlant de changement, intervint Becca, tu as entendu parler de l'ouverture de la galerie d'art, celle qui présente de jeunes artistes. Madame Renoir a soumis ton portfolio. Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra, un message de sa mère. Élise avait son dernier examen à l'hôpital aujourd'hui, une étape importante dans son rétablissement. Les médecins étaient étonnés de ses progrès. « De bonnes nouvelles ?» demanda Becca, remarquant le sourire de Sophie. « Les meilleurs. Les tests de maman sont revenus négatifs. Elle est officiellement en rémission. » Le mot semblait un miracle. Après des mois d'incertitude et de traitement, Élise guérissait. Elle avait même commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire local, aidant d'autres familles francophones à naviguer dans le système de santé. Alors que les filles célébrèrent la nouvelle, Victoria apparut à leur table, son expression inhabituellement hésitante. « J'ai entendu dire que tu participes au concours Henderson, » dit-elle à Sophie. « Ma mère est dans le comité de sélection. » Sophie se tendit, s'attendant à un autre commentaire acerbe, mais Victoria l'a surpris. « Ton travail est vraiment bon, » admit-elle, « différent de tout ce qu'ils voient habituellement. Je voulais en fait te demander si tu envisagerais de m'enseigner certaines de tes techniques. » La demande resta en suspens, lourde de significations non dites. C'était plus que juste à propos de l'art. C'était une branche d'olivier, une reconnaissance que peut-être les premières impressions n'étaient pas toujours justes. De retour dans la salle du conseil, François conclut son discours impromptu. « Je ne demande pas l'approbation. Je vous dis comment ça va se passer. La Fondation continuera à soutenir la famille Martin et toute autre famille comme eux qui montrent le courage de changer leur destin. » Richard Hautecourt étudia pensivement son vieil ami. « Tu crois vraiment en cette fille, n'est-ce pas ? » « Je crois en donner aux gens la chance de prouver leur valeur, » répondit François. « Sophie est déjà en train de me donner raison. La question est, est-ce que cette entreprise va être à la hauteur de ses valeurs déclarées ou ne sont-elles que des mots dans une déclaration de mission ?» Le défi resta en suspens, résonnant dans la salle du conseil impeccable. Dehors, la ville continuait son rythme sans fin, inconsciente que dans des bureaux, des salles d'art et des couloirs d'hôpital, des vies étaient en train d'être transformées de manière à la fois subtile et profonde. Le soleil de l'après-midi entrait à flot par les grandes fenêtres de l'atelier d'art du lycée Henri IV, projetant de longues ombres sur la toile de Sophie. Elle était restée après l'école, profitant des heures calmes pour travailler sur sa soumission pour le prix Henderson des Arts. Madame Renoir lui avait donné la permission d'utiliser l'atelier quand elle en avait besoin, reconnaissant que le petit appartement de Sophie, bien que confortable,
ne pouvaient pas offrir le même espace et la même lumière. Les ombres ne sont pas tout à fait justes, commenta Victoria depuis son chevalet à proximité. Leur session d'art après l'école était devenue un rituel inattendu au cours des dernières semaines. Peut-être essaie d'adoucir la transition ici? Sophie recula, étudiant la zone que Victoria avait indiquée. Tu as raison, admit-elle, atteignant un pinceau différent. Parfois je suis tellement prise dans l'émotion d'une pièce que j'oublie les détails techniques. Et parfois je me concentre tellement sur la technique que j'oublie l'émotion, répliqua Victoria, fronçant les sourcils devant sa propre peinture. Comment fais-tu? Faire ressentir des choses aux gens juste en regardant ton travail? Sophie posa son pinceau, considérant la question. Je pense que c'est parce que je peins ce que je connais. Pas seulement ce que je vois, mais ce que j'ai vécu. Elle s'approcha du chevalet de Victoria, étudiant le paysage techniquement parfait, mais en quelque sorte distant de sa camarade de classe. Qu'est-ce qui compte pour toi, Victoria? Qu'est-ce qui fait que ton cœur s'emballe, ou que ton estomac se noue, ou que ton sourire soit impossible à cacher? La composition soigneusement maintenue de Victoria vacilla. Je ne sais pas, dit-elle doucement. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce que tout le monde attend que je ne suis plus sûre de savoir ce que je veux. L'admission resta en suspens entre elles, honnêtes d'une manière que leurs interactions précédentes n'avaient jamais été. Sophie reconnut quelque chose dans l'expression de Victoria. La même solitude qu'elle ressentait autrefois en regardant les autres enfants depuis les ombres de la place de la Concorde. Alors peut-être que c'est ton vrai sujet, suggéra doucement Sophie. Peins ce sentiment. L'incertitude, la pression, le désir de se libérer, tout est valide, tout mérite d'être exprimé. Avant que Victoria ne puisse répondre, Becca fit irruption dans l'atelier, agitant un flyer avec excitation. « Sophie, tu ne vas pas le croire. La Galerie de la jeunesse moderne du centre-ville veut présenter des artistes émergents pour leur exposition de printemps et Madame Renoir a déjà soumis ton portfolio. » Quoi? Le cœur de Sophie manqua un battement. La Galerie de la jeunesse moderne était l'un des lieux les plus prestigieux de Paris pour les jeunes artistes. Même être considéré pour une exposition était un honneur. « Ils veulent voir plus de ton travail, » continua Becca, essoufflée. « Surtout tes nouvelles pièces sur la transformation. Madame Renoir dit que c'est une opportunité incroyable. » Victoria se tenait tranquillement, rassemblant ses fournitures. « Je devrais y aller, » dit-elle, mais Sophie attrapa son bras. « Reste, » insista Sophie. « J'aurais besoin d'une autre paire d'yeux. Vous deux, aidez-moi à choisir quelle pièce soumettre. » L'heure suivante fut passée à étaler les œuvres récentes de Sophie sur le sol de l'atelier, créant une galerie improvisée. Chaque peinture racontait une partie de son histoire. Le phénix s'élevant, le pont entre deux mondes, les mains tendues à travers l'obscurité vers la lumière. « Celle-ci », dit soudainement Victoria, pointant une pièce que Sophie avait presque oubliée. Elle montrait un groupe d'enfants de multiples origines, leurs visages reflétant différentes émotions, mais leurs mains toutes entrelacées. « C'est puissant parce que c'est vrai. Nous sommes tous connectés, même quand nous prétendons ne pas l'être. Je suis d'accord, » dit une nouvelle voix depuis la porte. Elles se tournèrent pour trouver Camille Bonnet, l'épouse de François, qui regardait avec appréciation. « Désolé d'interrompre, Lucas a oublié son livre de mathématiques et je pensais que je pourrais trouver Sophie ici. » Camille se déplaça dans l'atelier, étudiant chaque pièce avec un intérêt sincère. Son expérience en tant que conservatrice de musée donnait un poids particulier à son opinion. « C'est remarquable, Sophie. Tu as tellement évolué en si peu de temps. »« Merci, » répondit Sophie, soudainement timide. « J'ai de bons professeurs. » Elle jeta un coup d'œil à Victoria et Becca, les incluant dans la reconnaissance. Le regard de Camille s'attarda sur la peinture des mains entrelacées. « Tu sais, le gala annuel de la Fondation approche. Nous présentons généralement des artistes locaux qui représentent notre mission de transformation communautaire. Envisagerais-tu d'exposer certaines de tes œuvres ?» L'offre coupa le souffle à Sophie. Le gala de la Fondation Bonnet était l'un des événements sociaux les plus importants de Paris, fréquenté par les personnes les plus influentes de la ville. « Mais c'est dans 2 semaines, » balbutia Sophie. « Et la soumission pour le concours Henderson est due la semaine prochaine. Et maintenant l'exposition de la galerie. »« Tu peux le faire, » dit fermement Victoria, surprenant tout le monde. « Nous t'aiderons, n'est-ce pas, Becca ?»« Absolument, » acquiesça Becca avec enthousiasme. « On peut se relayer pour t'aider à organiser, cataloguer tes pièces, tout ce dont tu as besoin. » Sophie regarda autour de l'atelier,
le sourire encourageant de Camille, l'enthousiasme sans borne de Becca et la sincérité nouvellement trouvée de Victoria, et sentit une chaude certitude s'installer en elle. C'était ce que son art avait toujours été. Rassembler les gens, briser les murs, montrer que la transformation était possible. « D'accord, » dit-elle, redressant les épaules. « Mais je veux créer quelque chose de nouveau pour le gala. Quelque chose qui montre non seulement ma transformation, mais comment nous nous transformons tous les uns les autres. » Alors qu'elle commençait à planifier, le téléphone de Sophie s'alluma avec un message de sa mère. « Ma chérie, une nouvelle merveilleuse. Le centre communautaire m'a offert un emploi à temps partiel comme défenseur des patients. » Sophie partagea la nouvelle avec les autres, le cœur plein. Le rétablissement d'Élise lui avait donné un nouveau but, utilisant son expérience pour aider d'autres familles à naviguer dans le système de santé. « Ta mère est incroyable », dit chaleureusement Camille. « Elle change déjà des vies, tout comme toi. » Plus tard dans la soirée, alors que Sophie ajoutait les touches finales à sa soumission pour le concours Henderson, elle réalisa quelque chose d'important. L'art n'était plus seulement une question d'exprimer son propre voyage. Il s'agissait de créer des espaces où d'autres pourraient reconnaître leurs propres histoires, leur propre potentiel de transformation. Victoria s'attarda après le départ de Becca, fixant son paysage abandonné. Avec une détermination soudaine, elle retourna la toile et recommença, peignant cette fois non pas ce qu'elle pensait devoir faire, mais ce qu'elle sentait qu'elle devait faire. Le siège de la Fondation Bonnet bourdonnait d'activité, alors que les préparatifs pour le gala annuel atteignaient leurs dernières étapes. Sophie se tenait dans le grand salon, entourée de ses œuvres d'art soigneusement installées par des conservateurs professionnels. Chaque pièce avait été sélectionnée pour raconter une histoire de transformation, d'espoir et de communauté, des thèmes qui étaient devenus de plus en plus importants pour elle au cours des derniers mois. « L'éclairage doit être ajusté sur la pièce centrale », dirigea Camille, son œil expert captant des détails que d'autres pourraient manquer. « Nous voulons souligner la transition de l'ombre à la lumière. La pièce centrale était l'œuvre la plus ambitieuse de Sophie à ce jour, une peinture à grande échelle qui représentait le skyline de Paris, se transformant de l'obscurité à l'aube, avec d'innombrables petites scènes de bonté quotidienne et de connexions tissées tout au long. Elle y avait travaillé sans relâche, restant souvent tard dans l'atelier de l'école, déterminée à créer quelque chose digne de l'opportunité qui lui avait été donnée. « Sophie !» La voix de Lucas résonna dans le grand salon alors qu'il entrait en courant, suivi par son père. « Regarde ce que j'ai fait pour ton exposition. » Il tenait fièrement une pancarte dessinée à la main qui disait « Sophie Martin, artiste de l'espoir », en lettres soigneusement formées, décorées de motifs colorés autour de la bordure. « C'est parfait, petit », sourit Sophie, s'agenouillant pour examiner son travail. « Tu deviens tout un artiste toi-même. » François observait l'interaction avec une satisfaction chaleureuse, mais son expression changea lorsque Richard Hautecourt entra dans le grand salon, l'air troublé. « François, nous devons parler », dit Richard doucement. Il y a eu des réticences de la part de certains membres du conseil d'administration concernant demain soir. Ils pensent que mettre en avant le travail d'une élève de manière si proéminente pourrait miner la crédibilité de la fondation. Sophie fit semblant de ne pas entendre alors qu'elle continuait à discuter d'art avec Lucas, mais son cœur se serra. Malgré ses progrès, il y avait encore ceux qui la voyaient comme une étrangère, un cas de charité qui n'avait pas sa place dans leur monde. « La décision est finale, Richard », répondit François fermement. « Le travail de Sophie incarne tout ce pourquoi cette fondation existe. Si certains membres du conseil ne peuvent pas voir cela, peut-être devraient-ils remettre en question leur propre compréhension de notre mission. » Camille, entendant l'échange, intervint habilement. « Sophie, pourquoi toi et Lucas ne m'aideriez-vous pas à revoir l'ordre de présentation de tes pièces? Nous voulons nous assurer que le flux narratif est parfait. » Alors qu'il s'éloignait, Victoria apparut à l'entrée du grand salon, l'air inhabituellement nerveuse. « Sophie, tu as une minute ?» Les deux filles se retirèrent dans un coin tranquille, où Victoria sortit son téléphone. « Je sais que tu as été tellement occupée avec les préparatifs du gala que tu n'as pas eu le temps de vérifier tes emails. Les résultats du prix Henderson des Arts sont sortis ce matin. » Le souffle de Sophie se coupa. Avec tout ce qui se passait, elle avait presque oublié le concours. Ont-ils annoncé les gagnants? L'expression sérieuse de Victoria se brisa en un sourire sincère. « Tu es l'une des finalistes, la plus jeune de l'histoire du concours.
Ils veulent te présenter ta pièce dans leur exposition annuelle le mois prochain. » La nouvelle frappa Sophie comme une vague de lumière chaude. Elle avait espéré, bien sûr, mais n'avait jamais vraiment cru qu'elle pourrait réaliser tant en si peu de temps. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle sentit une main douce sur son épaule. « Ma chérie », Élise était là, l'air plus en santé et plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle venait de terminer son service au centre communautaire et était venue directement à la fondation. « J'ai entendu la bonne nouvelle. Je suis si fière de toi. » Mère et fille s'embrassèrent, se souvenant toutes deux des jours plus sombres où leur seule galerie avait été un carnet de croquis usés et leur seul public avait été l'une l'autre. Maintenant, Élise travaillait à aider d'autres personnes à naviguer dans le système de santé, tandis que l'art de Sophie était sur le point d'être exposé dans l'un des lieux les plus prestigieux de Paris. « Madame Martin, » dit Victoria formellement, « je veux m'excuser pour mon comportement quand Sophie est arrivée pour la première fois au lycée Henri IV. J'avais tort. » Le sourire d'Élise était chaleureux et pardonnant. « Le passé est le passé, ma chère. Ce qui compte, c'est qui nous choisissons d'être aujourd'hui. » Leur moment fut interrompu par Becca qui se précipitait, portant des housses à vêtements. « Consultation de mode d'urgence nécessaire. J'ai apporté des options pour demain soir. »« Sophie, tu dois être parfaite pour tes débuts. » L'heure suivante fut passée dans un joyeux chaos, alors que les filles essayaient des robes, partageaient des opinions et s'aidaient mutuellement à se préparer pour l'événement à venir. Même Victoria se détendit, riant sincèrement aux impressions dramatiques de défilé de Becca. Pendant ce temps, dans le bureau de François à l'étage, une conversation plus sérieuse avait lieu. Richard Hautecourt était assis en face de lui, l'air mal à l'aise. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit Richard. Certains des membres dissidents du Conseil, ils ont enquêté sur le statut d'immigration d'Élise Martin d'avant sa maladie. L'expression de François se durcit. « C'est franchir une ligne, Richard. Je suis d'accord, c'est pourquoi je te le dis. Quoi qu'il trouve, tu devrais être préparé. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant de longues ombres à travers les fenêtres de la Fondation, Sophie ajouta une touche finale à la disposition de son exposition, un petit croquis qu'elle avait fait ce jour fatidique sur la place de la Concorde, quelques instants avant de sauver Lucas. Il montrait un enfant poursuivant un ballon, figé dans ce précieux moment avant que tout ne change. « Parfois, les plus petits moments ont le plus grand impact, » murmura-t-elle, se souvenant de ses propres paroles d'il y a ce qui semblait être une vie entière. Le grand salon se vida progressivement alors que tout le monde partait se préparer pour le grand événement du lendemain. Sophie s'attarda, regardant son travail dans la lumière déclinante. Chaque pièce racontait une partie de son histoire, mais ensemble, elles racontaient quelque chose de plus grand. Une histoire sur la façon dont l'espoir pouvait transformer non seulement une vie, mais une communauté entière. Le gala annuel de la Fondation Bonnet transforma le grand salon habituellement austère en un pays des merveilles étincelants. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables élégamment dressées, tandis que l'art de Sophie créait un arrière-plan époustouflant qui semblait raconter 1000 histoires à la fois. Vêtue d'une robe bleu nuit empruntée à la collection personnelle de Camille, Sophie se reconnaissait à peine dans les miroirs qui bordaient le hall d'entrée. « Tu es magnifique, ma chérie », dit Élise, ajustant les cheveux de sa fille de ses doigts tremblants. Elle portait une robe noire simple mais élégante, sa santé retrouvée évidente dans son teint rayonnant. « Comme une vraie artiste. »« Maman, » chuchota Sophie, serrant la main de sa mère, « je suis nerveuse. Et s'ils ne comprennent pas mon travail ? » « Alors ils doivent regarder plus attentivement, » intervint Victoria, apparaissant à côté d'elle dans une robe cramoisie. « Ton art parle de vérité. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, mais cela ne le rend pas moins puissant. » Le grand salon commença à se remplir de l'élite parisienne, leaders d'entreprises, politiciens, philanthropes et personnalités du monde de l'art. Sophie observa François et Camille accueillir gracieusement leurs invités, les dirigeant vers les œuvres d'art exposées autour de la salle. Lucas, élégant dans son petit costume, se tenait fièrement près de sa pièce préférée, la peinture centrale de Sophie, prête à partager son interprétation avec quiconque voudrait l'écouter. « Mademoiselle Martin ?» Une femme à l'allure distinguée s'approcha, se présentant comme la conservatrice de la galerie de la jeunesse moderne. « Votre travail est extraordinaire. La façon dont vous mêlez le récit personnel aux thèmes universels, nous aimerions discuter d'une possible exposition solo. »
Alors que Sophie s'engageait dans une conversation avec la conservatrice, elle remarqua Richard Hautecourt en profonde discussion avec plusieurs membres du conseil près de l'entrée. Leurs expressions étaient sérieuses et ils jetaient régulièrement des regards dans sa direction. François les rejoignit, son sourire chaleureux habituel remplacé par une expression de préoccupation. Becca apparut aux côtés de Sophie, sentant sa distraction. « Hé, c'est ta soirée, ne laisse rien ternir ta lumière. »« Sophie !» appela Lucas avec excitation, l'entraînant vers un groupe d'invités. « Ils veulent entendre parler de ta peinture du phénix. » Pendant l'heure suivante, Sophie se retrouva emportée dans des conversations sur son art, son inspiration et son parcours. De nombreux invités étaient émus aux larmes par l'histoire derrière son travail, surtout lorsqu'ils réalisaient que le petit croquis d'un enfant poursuivant un ballon, le moment qui avait tout changé, était exposé dans un simple cadre près de l'entrée. Élise s'était engagée dans une conversation avec plusieurs leaders communautaires intéressés par l'expansion du programme de défense des patients qu'elle avait aidé à développer. Sa chaleur naturelle et son désir sincère d'aider les autres avaient déjà fait de son programme un succès, aidant d'innombrables familles à naviguer dans le système de santé complexe. La soirée semblait se dérouler parfaitement, jusqu'à ce que Sophie surprenne un fragment de conversation qui lui glaça le sang. « Le talent de la fille est indéniable », disait un membre du conseil à Richard Hautecourt, mais la situation de la mère, cela pourrait créer de sérieuses complications juridiques pour la fondation. « Leurs vies ne sont pas une complication juridique », intervint brusquement la voix de Victoria. Elle passait par là et s'était arrêtée, se redressant de toute sa hauteur. « Ce sont des êtres humains qui ont enrichi notre communauté. » Sophie sentit la pièce tourner légèrement. Elle avait toujours su qu'il pourrait y avoir des questions sur leur passé, sur les années avant la maladie de sa mère, mais elle avait espéré que leur nouvelle vie se tiendrait d'elle-même. La voix de François s'éleva au-dessus des murmures. « Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît ?» La salle tomba dans le silence alors qu'il prenait le devant de la scène. Camille le rejoignit ainsi que Lucas, qui attrapa la main de Sophie et l'attira en avant. « Ce soir, nous célébrons non seulement l'accomplissement artistique, mais l'essence même de ce que représente la Fondation Bonnet, commença François. La transformation, l'espoir, le pouvoir de la communauté de s'élever mutuellement. Certains d'entre vous ont peut-être entendu des murmures sur le passé de Sophie et Élise Martin. Laissez-moi être clair sur quelque chose. » Il fit une pause, établissant un contact visuel avec chaque membre du conseil tour à tour. « Il y a 25 ans, j'étais sans abri dans ces mêmes rues. Ma documentation était douteuse. Mon avenir semblait inexistant. Puis un homme nommé Thomas Rodriguez m'a donné une chance. Il n'a pas demandé de papier ou de preuve de statut. Il a vu un être humain dans le besoin et a agi avec compassion. Un murmure parcourut la foule alors que François continuait. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de remarquable. Élise Martin a travaillé pour l'entreprise de nettoyage de Thomas Rodriguez il y a 15 ans, avant qu'il ne prenne sa retraite. Le même homme qui a sauvé ma vie a également donné à Élise son premier emploi à Paris. Le cercle de la bonté continue. Sophie regardait François avec étonnement. Elle n'avait jamais su que cette connexion existait. Les yeux d'Élise se remplirent de larmes, alors qu'elle se souvenait du gentil vieil homme qui lui avait donné une chance quand personne d'autre ne le voulait. De plus, annonça François, sa voix ferme, « Je lance une nouvelle initiative ce soir. La Fondation Bonnet s'associera à des groupes de défense des droits des immigrés pour fournir une assistance juridique aux familles travailleuses cherchant à sécuriser leur statut. Le programme de défense des patients d'Élise Martin sera élargi pour aider plus de familles à accéder aux soins de santé. Et nous allons établir un nouveau programme d'éducation artistique inspiré par le parcours de Sophie pour nourrir les jeunes talents dans les communautés défavorisées. » Le grand salon éclata en applaudissements. Le père de Victoria, Richard Hautecourt, fut le premier à s'avancer. « Je propose d'approuver ces initiatives immédiatement, dit-il, sa voix portant à travers la salle. Ma fille m'a aidé à voir que notre responsabilité s'étend au-delà de la simple charité à la véritable construction communautaire. » Alors que la foule bourdonnait d'excitation, Sophie sentit un léger tapotement sur son épaule. Elle se retourna pour trouver un homme âgé se frayant un chemin à travers la foule, s'appuyant sur une canne. « Sophie Martin, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Je suis Thomas Rodriguez. François m'a parlé de vous, et je devais venir voir par moi-même. Votre art, il me rappelle que chaque acte de bonté crée des ondulations que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement.
Le matin après le gala, Sophie était assise dans le calme de l'atelier d'art du lycée Henri IV, ajoutant les touches finales à sa soumission pour le prix Henderson des Arts. La lumière matinale entrait à flot par les fenêtres, captant la peinture fraîche sur sa toile et la faisant scintiller. Mais son esprit était encore en train de traiter les événements de la nuit précédente. « Je pensais bien te trouver ici », dit une voix familière. Thomas Rodriguez entra dans l'atelier, se déplaçant avec précaution avec sa canne. François avait mentionné que l'ancien entrepreneur voulait voir l'espace de travail de Sophie. L'atelier d'un artiste en dit autant sur lui que son art. Sophie posa son pinceau, étudiant l'homme qui avait involontairement relié tant de filles de leurs histoires. Bien qu'âgé maintenant, ses yeux gardaient la même gentillesse qui avait autrefois donné à François et à sa mère leur première chance d'une vie meilleure. « Monsieur Rodriguez, commença-t-elle, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour ma mère. Même si vous ne vous souvenez peut-être pas, Élise Martin, interrompit-il avec un sourire chaleureux. Bien sûr que je me souviens d'elle. C'était l'une de mes employées les plus dévouées. Elle restait toujours tard pour s'assurer que tout était parfait, tout comme toi avec ton art. Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte de l'atelier s'ouvrit brusquement et Becca entra en trombe, agitant un journal. « Sophie, tu as vu ça ?» Elle s'arrêta net en voyant Thomas. « Oh, je suis désolé, je ne voulais pas interrompre. »« Pas d'interruption du tout, » dit gentiment Thomas. « Les bonnes nouvelles ne devraient jamais attendre. » Becca tendit le journal à Sophie. En première page de la section Art se trouvait une photo du gala, montrant Sophie debout entre sa peinture centrale et l'annonce de la nouvelle initiative de François. Le titre disait « Art, espoir et transformation. La Fondation Bonnet ouvre de nouvelles voies. » L'article mentionne ta prochaine exposition solo à la Galerie de la Jeunesse Moderne, dit Becca avec excitation. Et il y a déjà une liste d'attente pour ton programme d'éducation artistique. Le programme avait été l'annonce surprise de François lors du gala, une série d'ateliers d'art gratuits pour les jeunes défavorisés, Sophie aidant à concevoir le programme. C'était plus qu'elle n'aurait pu imaginer quand elle dessinait sur des bouts de papier sur la place de la Concorde. Victoria apparut à la porte, l'air inhabituellement hésitante. « Mon père voulait que je te donne ceci, » dit-elle, tendant une enveloppe. C'est la documentation officielle du soutien unanime du Conseil à toutes les nouvelles initiatives de François, y compris le cas de ta famille. Sophie prit l'enveloppe d'une main tremblante. Après les révélations de la veille, Richard Hautecourt avait mené la charge pour s'assurer que la Fondation soutiendrait non seulement la famille Martin, mais aussi d'autres familles dans des situations similaires. Il voulait aussi te dire que tu nous as tous appris quelque chose d'important sur le privilège et la responsabilité, ajouta doucement Victoria. Surtout moi. Thomas observa l'interaction avec des yeux compréhensifs. Parfois, les meilleurs enseignants sont ceux qui n'ont jamais eu l'intention d'enseigner, observa-t-il. Ils vivent simplement leur vérité si complètement que les autres ne peuvent s'empêcher d'en tirer des leçons. La porte de l'atelier s'ouvrit à nouveau, alors qu'Élise entrait, habillée professionnellement pour son travail au centre communautaire. Le programme de défense des patients qu'elle avait aidé à développer était en train d'être élargi pour servir plus de familles, Élise assumant un rôle de leadership. « Maman !» s'exclama Sophie. « Je pensais que tu avais des réunions toute la matinée. » C'était le cas, ma chérie, mais François a appelé. Ils veulent te présenter ton programme d'éducation artistique à la télévision locale, et ils pensaient que tu voudrais peut-être que ta famille soit là pour l'interview. Les yeux de Sophie s'élargirent. « La télévision ? Mais je ne suis pas... Je veux dire... Je n'ai jamais... » « Tu as affronté toute une salle remplie de l'élite parisienne, lui rappela Becca. « Tu peux gérer une petite interview télé. Et nous serons tous là pour te soutenir, ajouta Victoria. C'est ce que font les amis, non ?» Le mot « ami » resta en suspens, rappelant à quel point ils avaient tous évolué. Sophie regarda autour de l'atelier. Le sourire doux de Thomas, l'enthousiasme sans borne de Becca, l'humilité nouvellement trouvée de Victoria et le regard fier de sa mère. Chaque personne représentait un fil différent dans la tapisserie de transformation qui était devenue sa vie. « Monsieur Rodriguez, » dit-elle soudainement, « voulez-vous voir ma dernière pièce ?» Elle parle de connexion. Comment des actes uniques de bonté peuvent se propager à travers le temps et changer non seulement une vie, mais plusieurs. Alors qu'elle dévoilait la peinture, Élise laissa échapper un doux halètement. L'œuvre montrait une série de mains se passant une lumière de l'une à l'autre, chaque main différente mais connectée par la lueur chaleureuse qu'elle partageait. En arrière-plan,
Des détails subtils racontèrent les histoires de tous ceux présents. Les chantiers de construction de François, devenant des centres communautaires, le travail de défense des patients d'Élise, le voyage de Victoria du préjugé à la compréhension et la propre transformation de Sophie d'artiste de rue à phare d'espoir. « Tu l'as capturé parfaitement », dit Thomas, sa voix épaisse d'émotion. « C'est ce en quoi j'ai toujours cru, que lorsque nous aidons les autres à s'élever, nous nous élevons tous ensemble. » « Sophie, » dit doucement Élise, « te souviens-tu de ce que tu m'as dit ce jour-là sur la place de la Concorde, quand tu avais peur d'accepter l'aide de François ?» Sophie hocha la tête, se souvenant de sa peur et de son incertitude. « J'ai dit que j'avais peur de laisser notre ancienne vie derrière nous, de devenir quelqu'un de différent. Et maintenant ?» Sophie regarda sa peinture, puis les personnes autour d'elle. « Maintenant, je comprends que nous ne laissons pas nos anciens moi derrière nous quand nous nous transformons. Nous construisons sur eux, comme des couches de peinture sur une toile. Chaque expérience, chaque lutte, chaque acte de bonté, ils deviennent tous une partie de qui nous sommes. » Un an plus tard, la place de la Concorde s'épanouissait dans la chaleur d'une matinée de printemps parfaite. Le chariot de fleurs était toujours à sa place familière, mais maintenant, Monsieur Dubois avait de la compagnie. Un chevalet installé à côté de ses roses, où de jeunes artistes se relayaient pour partager leurs histoires à travers l'art. Sophie se tenait devant un groupe d'enfants, ses mains animées alors qu'elle démontrait des techniques d'ombrage. Le programme d'éducation artistique avait fleuri au-delà des attentes de quiconque, apportant créativité et espoir dans des coins de Paris qui avaient longtemps été négligés. « Souvenez-vous, » dit-elle à ses jeunes élèves, « chaque dessin raconte une histoire, votre histoire, et chaque histoire compte. » Parmi les enfants se trouvait Lucas, maintenant 1 an plus âgé et sérieux à propos de son art. Il était devenu un habitué des ateliers du week-end, fier d'apprendre de la personne qu'il appelait toujours son héros. À côté de lui était assise Maria, une jeune fille de l'ancien quartier de Sophie qui montrait un talent remarquable avec les aquarelles. « Comme toi, Sophie ?» demanda Maria, ses yeux brillants d'admiration. « Dessinant sur la place avant que tout ne change ?» Sophie sourit, se souvenant de ces jours qui semblaient à la fois hier et il y a une vie. « Oui, mais la chose la plus importante que j'ai apprise est que le changement n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous créons ensemble. » Sur un banc proche, Élise était assise avec Camille Bonnet, discutant des plans pour la dernière initiative de la Fondation. Le programme de défense des patients était devenu un modèle pour d'autres villes. Et Élise avait récemment été invitée à parler lors d'une conférence nationale sur les soins de santé. Son voyage du nettoyage de maisons au leadership communautaire avait inspiré d'innombrables autres personnes. « Le nouveau centre de soutien aux familles ouvre le mois prochain, » disait Élise, sa confiance loin de la femme effrayée qu'elle avait été autrefois. « Nous pourrons aider 2 fois plus de familles à naviguer dans le système. »« Grâce à tes conseils, » répondit chaleureusement Camille. « Tu nous as montré comment transformer le défi en opportunité. » François s'approcha de leur banc, accompagné de Thomas Rodriguez et, étonnamment, Richard Hautecourt. Les 3 hommes étaient devenus une équipe improbable mais efficace, combinant leurs différentes perspectives pour créer un véritable changement dans la communauté. « La commission d'urbanisme a approuvé notre proposition », annonça François. « L'ancien quartier des entrepôts sera transformé en logements abordables et espaces communautaires, y compris un centre d'art dédié. Avec une galerie permanente pour les jeunes artistes, » ajouta Richard, regardant significativement Sophie. « Ton succès nous a ouvert les yeux sur le talent que nous négligions. » Thomas s'appuya sur sa canne, regardant Sophie avec ses élèves. « C'est incroyable comment la vie bouge en cercle, » médita-t-il. « Il y a des années, j'ai aidé un jeune homme qui me rappelait moi-même. Maintenant, il a aidé une jeune fille qui lui rappelle lui-même, et elle aide d'autres qui lui rappellent elle-même. » Becca arriva portant une pile de nouveaux flyers pour le prochain festival d'art jeunesse, tandis que Victoria suivait avec une brassée de fournitures d'art qu'elle avait données au programme. Les 2 filles étaient devenues les soutiens inébranlables de Sophie et ses amis, leur propre vie transformée par leur rôle dans son voyage. « Les inscriptions pour les ateliers du mois prochain sont déjà complètes, » annonça Becca avec excitation. « Nous devrons peut-être ajouter plus de sessions. »« Je peux aider avec ça, » offrit Victoria. Son propre art avait considérablement évolué au cours de l'année écoulée, passant de pièces techniquement parfaites, mais émotionnellement distantes, à des expressions profondément personnelles de croissance et de changement. Au fur et à mesure que la matinée avançait,
De plus en plus de gens se rassemblaient sur la place. Certains étaient des familles que Sophie et Élise avaient aidées à travers leurs programmes respectifs. D'autres étaient des amateurs d'art qui avaient suivi l'étoile montante de Sophie dans la scène artistique locale. Beaucoup étaient simplement des passants, attirés par l'atmosphère de créativité et de communauté qui définissait maintenant ce coin de la place de la Concorde. Sophie prit un moment pour reculer, regardant ses élèves travailler sur leur projet. Elle aperçut sa dernière pièce, récemment installée dans la collection permanente de la Galerie de la Jeunesse moderne, un triptyque montrant 3 scènes, passé, présent et futur. Le panneau du passé montrait une petite fille dessinant dans les rues, le présent représentait des mains jointes en soutien et en amitié, et le futur montrait une communauté transformée par l'art, l'espoir et la connexion. « Mademoiselle Sophie ?» Maria tira sur sa manche. « Pouvez-vous m'aider avec quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit Sophie, s'agenouillant à côté du chevalet de la jeune fille. « Sur quoi travailles-tu ?»« Je veux dessiner mon histoire, » dit sérieusement Maria. « Comme vous l'avez fait, mais je ne sais pas par où commencer. » Sophie sourit, se souvenant de sa propre incertitude lorsqu'elle avait commencé à partager son histoire à travers l'art. « Commence par ce que tu ressens, » conseilla-t-elle. « Le reste suivra. » Alors qu'elle aidait Maria à mélanger les couleurs pour sa peinture, Sophie sentit la brise printanière chaude porter le parfum des roses de Monsieur Dubois. Elle pensa à tous les changements qu'il avait amenés à ce moment. Sauver Lucas, l'intervention de François, le rétablissement de sa mère, la révélation du gala et d'innombrables petits moments de gentillesse et de croissance entre-temps. Mais peut-être que le plus grand changement était dans la façon dont elle se voyait elle-même. Elle n'était plus simplement une fille des rues qui avait eu de la chance. Elle était une artiste, une enseignante, une amie, une fille et un phare d'espoir pour les autres. Son histoire était devenue partie intégrante d'un récit plus large de transformation, prouvant que lorsqu'une vie change, cela crée des ondulations qui touchent d'innombrables autres. Le soleil du matin montait plus haut sur Paris, projetant sa lumière chaude sur la place, sur Élise et Camille, planifiant de nouvelles façons d'aider leur communauté, sur François, Thomas et Richard, discutant de projets futurs, sur Becca et Victoria, soutenant de jeunes artistes, sur Lucas enseignant à un autre enfant comment dessiner des nuages, sur Monsieur Dubois distribuant des roses pour inspirer de nouvelles peintures, et sur Sophie elle-même, debout à l'endroit même où son voyage de transformation avait commencé. Dans sa poche, elle portait la lettre d'acceptation du prestigieux programme d'été de l'École des Beaux-Arts, pas en tant qu'étudiante cette fois, mais comme assistante d'enseignement. La vie avait en effet fait un tour complet, mais le cercle continuait de s'élargir, s'étendant pour embrasser plus d'histoires, plus de rêves, plus de possibilités. Chaque histoire compte, chuchota à nouveau Sophie, regardant Maria commencer sa peinture avec des coups de pinceau confiants. Et chaque histoire continue.